Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être ici pour ce nouveau débat du Presse Club. La nouvelle génération de journalistes devra être... Nous allons en discuter ensemble. D'abord, je voudrais remercier le Presse Club de nous accueillir dans ce super endroit pour échanger sur un sujet qui nous tient à cœur. Alors évidemment, d'abord les journalistes en premier lieu pour essayer de comprendre l'évolution du métier, mais aussi vous qui êtes présents de l'autre côté du miroir, j'allais dire les communicants, les attachés de presse, puisque ce qu'on a envie de savoir, c'est comment vous fonctionnez aujourd'hui, à quoi vous êtes confrontés, qu'est-ce qui vous motive, comment évoluent vos usages pour mieux justement répondre à vos attentes et puis pour essayer de toujours mieux développer cette relation, j'allais dire historique, entre journalistes et attachés de presse. Donc en tout cas, chez Cision, c'est pour les communicants et c'est notamment pour les RP qu'on sort cette étude State of the Media, état des médias, depuis 14 ans maintenant. Et je vais vous présenter en avant-première les résultats de cette étude puisqu'elle sort la semaine prochaine. Et nous avons interrogé à travers le monde plus de 3000 journalistes. Et je vous propose aujourd'hui de faire un focus France sur les résultats des à peu près 500 journalistes français pour comprendre un petit peu, pour confronter vos opinions avec les chiffres de l'étude et que vous nous disiez un petit peu votre ressenti, votre sensation par rapport à ces chiffres, s'ils vous paraissent conformes ou en tout cas en phase avec votre quotidien ou si au contraire vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qu'ils peuvent faire ressortir. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais d'abord commencer par présenter Lisa de Bernard. Bonjour. Donc, vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez notamment pour BFM TV, BFM Business. Vous êtes aussi journaliste pour un podcast, Le Monde Numérique. Merci beaucoup d'être avec nous. Paul Turban, bonjour. Donc, vous êtes journaliste pour France 3. Journaliste pigiste France 3, non? Pas du tout. Absolument. Excusez-moi, vous êtes journaliste numérique aux Échos. Effectivement, journaliste plutôt web, je crois. Okay, donc ça nous intéressera de voir justement les spécificités de cette profession qui se met plus particulièrement sur le web. Je crois que vous avez aussi une expérience podcast. Non, c'est toujours pas vous, ça c'est sur RTL, non? La Voix des crimes. Ah, on est d'accord, ça c'est bon. Donc on voit déjà le multimédia apparaître à travers vos profils. Et Leslie Larcher, bonjour. Donc vous êtes journaliste pour France 3, mais aussi journaliste web pour Alternative Économique ou un site qui s'appelle Informel Média, je crois. Okay. Merci beaucoup à tous les trois. Écoutez, les présentations sont faites. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Et je voudrais qu'on commence finalement par une image un petit peu large de la profession de journaliste en se positionnant sur le côté média, à votre avis. Et je vais commencer par vous. Quel est aujourd'hui le plus grand défi des médias à votre avis? À quoi sont confrontés les médias aujourd'hui? Alors, sans grande surprise, on en discutait un peu en amont de commencer ce débat. Je pense que forcément l'intelligence artificielle et plus globalement en fait, les nouvelles techniques du numérique, j'entends par là la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la data, c'est forcément... les grands enjeux des médias, c'est pas nouveau. Il y a également les réseaux sociaux qui sont déjà en cours depuis plusieurs années. Et donc, c'est savoir maîtriser, je pense, tous ces outils pour ne pas perdre le lien à la fois avec le lectorat, l'auditeur ou le téléspectateur. Voilà, je pense que c'est vraiment là le plus grand défi pour les médias dans les années à venir. Merci. Paul, vous avez un avis sur cette question, sur le défi des médias aujourd'hui? Moi, je pense que le grand défi, mais qui n'est pas nouveau, mais qui va aller qu'en s'aggravant, c'est vraiment la question des fake news et le revers de la médaille, la question de la confiance dans les médias.
puisqu'en fait, à mon avis, qu'on parle d'intelligence artificielle ou de réseaux sociaux ou du mythe un peu du tout journaliste sur Twitter, la vraie question c'est est-ce que l'info est vérifiée ou pas? Est-ce qu'on peut croire ou non les médias? Et c'est intéressant puisque pour préparer ce débat, je regardais l'enquête que fait la Croix chaque année sur la confiance dans les médias. Et en fait, en 2023, l'intérêt pour l'actualité a vraiment bondi, c'est-à-dire que 3/4 des gens se sont dit intéressés par l'actualité en 2023, donc c'était 14 points de plus que l'année précédente. Mais en même temps, la confiance dans les médias n'a pas bougé. Et en fait, donc là j'ai le détail des chiffres, mais globalement, en fonction des médias, il y a moitié des gens qui n'ont pas confiance, que ce soit dans la radio. Alors la radio c'est un peu mieux, c'est 50% des personnes interrogées ont confiance dans la radio, et c'est seulement 49% des personnes qui ont confiance dans la télévision. Bon, les réseaux sociaux et Internet, c'est encore pire. Oui. Mais ce qui veut dire qu'il y a un vrai défi de je ne sais pas si c'est renouer la confiance, je ne sais pas si un jour on croyait, enfin si vraiment un jour on a cru tout ce que disaient les médias, mais il y a vraiment un enjeu de montrer notre différence, et expliquer, je pense, éduquer les gens, comprendre ce que c'est, rechercher l'information, vérifier l'information, présenter l'information. Et je pense que quelles que soient les nouvelles technologies, les formats, etc., c'est le vrai défi qui se présente à nous. Merci. Leslie, et vous, qu'est-ce que vous en pensez, à votre avis, le gros défi des médias aujourd'hui ? Je suis d'accord, et cet enjeu de transparence, je pense, c'est très important. Mais pour cela, moi, j'irais plutôt sur un côté conditions de travail. Je pense que pour arriver à cette transparence et à avoir le temps d'expliquer, etc., il faut aussi pouvoir revoir les conditions de travail des journalistes, et notamment la pression temporelle des médias. Donc le fait qu'il faut avoir une certaine cadence, un certain rythme. Par exemple, je travaille à France 3, donc au web, et on doit écrire entre 1 et 6 articles par jour parfois. Donc il faut aussi avoir le temps de pouvoir pousser les recherches, d'avoir des interlocuteurs qui soient précis pour justement ensuite pousser avoir plus de transparence derrière, je pense. Alors merci beaucoup. On n'a pas préparé avant, mais on est en plein dedans. Je vais vous donner les résultats de l'étude sur cette question-là. Donc j'ai séparé le défi des médias et vous, en tant que journaliste, vos défis au quotidien. Pardon. Et quand on regarde, le premier défi des médias, c'est être considéré comme une source de confiance et combattre les fake news. Donc c'est bien ce qui a été cité, c'est le premier enjeu. Et vient ensuite pour les médias justement l'enjeu des réseaux sociaux et des influenceurs qui peuvent court-circuiter les médias traditionnels. Suivi de considérations tout simplement économiques sur le déclin de la publicité et des sources de revenus. Donc on est bien là-dedans. Et Leslie, alors sur le défi des journalistes, le premier défi à 38% qui est remonté par les journalistes dans cette étude, c'est garder le rythme malgré la baisse des effectifs et des ressources. Donc voilà, tout ça se raccroche. Et puis il y a quand même quelque chose qui est arrivé. Parce qu'évidemment, le défi des médias, ils ont une vision beaucoup plus économique des choses, surtout aujourd'hui où on sait que certains propriétaires de médias sont plutôt orientés business. En tout cas, ça déteint sur les journalistes puisque pour la première fois en 14 ans, équilibrer entre les sujets majeurs peu attirants et ceux moins importants qui drainent plus d'audience est un défi pour le journaliste. Donc, est-ce que ça vous arrive dans votre quotidien, finalement, de choisir vos sujets en disant bon, je ne pense pas que finalement, peut-être il y avait une autre actualité, peut-être à votre sens plus intéressante, mais vous savez qu'elle va moins plaire au final. Est-ce que ça vous arrive de devoir arbitrer comme ça ? Qui veut répondre ? Est-ce que vous écrivez en fonction aussi de comment vous sentez l'audience ? Mais de toute façon, je pense que c'est une évidence, et ça encore, je pense que c'est pas nouveau. Ça se pose peut-être, c'est une question qui se pose davantage aujourd'hui parce que
parce que on a encore une fois cette concurrence des réseaux sociaux, etc., qui sont peut-être plus sensationnels ou plus sensationnalistes que les médias traditionnels. Mais je me souviens de cours d'histoire où on voyait les unes du petit journal. À l'époque, ils faisaient déjà du fait divers, et plus c'était glauque, plus ça se vendait. Après, moi, je fais partie des gens qui pensent aussi que, de fait, il faut un modèle économique pour qu'un média tienne. Le problème, c'est que le public a cette illusion de la gratuité de l'information. Et globalement, on est dans un monde où il y a cette illusion de la gratuité. On a l'impression que rien ne coûte et que l'information tombe du ciel, ce qui n'est pas le cas. Et donc je comprends l'inquiétude des journalistes. Après, je pense que cette recherche d'équilibre... on répond aussi à une demande, et c'est un peu ce que je notais aussi dans cette étude de Lacroix, c'est que les gens, par exemple, reprochent aux médias de ne pas traiter les sujets environnementaux. Or, nous, on voit très bien que les sujets environnementaux n'intéressent pas. Personne ne lit, puisqu'on a les audiences Internet, personne ne lit les sujets environnementaux. Et quand il y a des unes pour la presse papier sur des sujets environnementaux, les gens n'achètent pas le journal. Donc il y a cette tension, mais qui est peut-être aussi le propre de tous les... Enfin, encore une fois, je pense que ça dépasse le journalisme. Je pense que quand on vend une machine à laver, il y a cette tension entre le fait qu'il faut que ça coûte pas cher et le fait qu'il faut qu'elle tienne longtemps. Oui, puis il y a cette idée, effectivement, on dit toujours on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais c'est parce que les trains qui arrivent à l'heure, effectivement, n'intéressent personne. Vous avez cette sensation, et si vous vous dites, vous, quand vous abordez un sujet, justement, comment vous arbitrez entre vos sujets ? Tout dépend de la manière de travailler, parce que, comme je disais, quand je suis à France 3, il y a cette cadence à tenir et des choix qui se font au niveau de la rédaction en fonction de ce qui a déjà été fait auparavant et en fonction de ce qui veut être fait sur du long terme. Il y a des possibilités, de faire des sujets plus froids et donc d'envisager donc une vision long terme. Quand moi, je travaille en tant que pigiste, où je propose des sujets, je ne sais pas forcément ce qui se travaille dans les rédactions, donc je vais plutôt partir sur des sujets que je maîtrise avant tout et proposer, faire un synopsis et ensuite en discuter avec le média en question qui va plutôt confirmer ou préciser l'angle choisi pour que ça confirme, que ça corresponde avec leur ligne éditoriale. J'ai l'impression quand même qu'il y a pour répondre à cette question de défi et en même temps le choix qui est fait pour le public, j'ai l'impression que l'investigation prend une part importante dans le sens où il y a beaucoup de médias qui sont nés récemment. Je citerai par exemple l'Informé, Blast, Glitz et Reflet Info, qui sont des médias d'investigation qui sont nés plus ou moins récemment et qui apporte donc une information plutôt exclusive qui va plaire au public parce que les personnes sont en recherche d'informations qu'elles n'ont pas vues ailleurs, et peut-être qu'au niveau de l'investigation, que l'investigation peut être une réponse sur le long terme à ce choix et à cet intérêt du public. Alors on va en reparler aussi parce que ça touche aussi un sujet qu'on va aborder avec vous, le sujet de l'IA, où finalement des contenus originaux, c'est peut-être ça qui va permettre justement de faire la différence. Donc on a vu qu'il y a des défis un petit peu différents si on se place côté média ou si on se place côté journaliste. En revanche, quand il s'agit de priorités, quand on demande aux journalistes quelles sont leurs priorités, s'ils se placent en tant que média ou en tant que journaliste, là, il n'y a pas de doute. On est bien sur l'exactitude du contenu à 100%. Vous allez voir, quand je vais vous donner des chiffres un peu, on va comparer les générations. C'est quand même tout le but aussi de ce débat sur comment est-ce que la nouvelle génération de journalistes est différente ou non de l'ancienne. Il y a des choses qui ne changent pas, qui ne bougent pas. J'imagine pour le meilleur, Lisa. En tout cas, les chiffres ne bougent pas. Qu'est-ce que sur la priorité aussi du journalisme, vous êtes d'accord avec cette réponse, l'exactitude du contenu, quoi? Alors je pense que là, s'il y en a un de nous trois qui dit le contraire, c'est qu'on a peut-être raté notre vocation.
effectivement, ça, je pense que ça ne bougera pas. Enfin, j'espère, en tout cas, sur les générations à venir. Voilà, sachant que nous, on est en plein dedans. Oui, je pense que l'exactitude de l'information, c'est ce que déjà on nous apprend dans nos formations, si on a eu la chance d'être formé, puisque le journalisme est l'un des rares métiers où on peut encore y accéder sans être passé par une école. Peut-être moins qu'avant, parce que je te vois hocher la tête, mais ça reste une réalité. Je pense que voilà, il y a encore des journalistes, j'en ai autour de moi dans les chaînes sur lesquelles je travaille, qui ne sont pas formés, qui sortent parfois d'écoles de communication ou vraiment d'ailleurs. Toujours est-il qu'il y a au moins une chose qui nous rassemble une fois qu'on est dans les rédactions, peu importe la formation qu'on a eue, c'est effectivement l'exactitude de l'information, puisque effectivement, comme on a pu le dire précédemment, il y a quand même une grosse question de confiance dans les médias qui existe depuis toujours finalement. Et donc, si on ne s'intéresse pas, au fond de ce qu'on propose, on ne peut pas après en retour espérer que les gens nous fassent confiance. Voilà. Alors, vous avez dit un mot qui est intéressant, vous avez dit le mot vocation. Et je trouve qu'à travers les chiffres qu'on voit quand on demande les grandes priorités, les questions de salaire, les questions du scoop ou de l'exclusivité, ça arrive, mais alors à quelques pourcents, on est sur 4% pour l'exclusivité ou le salaire. Donc on a bien là affaire à un métier vocation, hein, qui, en tout cas, c'est ce qui semble ressortir de ces chiffres. Vous confirmez? Moi, je pense que... C'est ce qu'on dit souvent, que le journalisme, c'est une vocation. On nous répète, d'ailleurs, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, mais dès qu'on arrive en école, que de toute façon, ce n'est pas un métier qu'on fait pour gagner de l'argent. Soit. Mais je pense que comme tout le monde, on a besoin de vivre. Donc c'est vrai que je suis quand même un peu étonnée d'avoir des chiffres aussi bas sur l'importance que peut avoir la dimension économique dans ce métier. Bien sûr, je pense que c'est une vocation dans la mesure où il y a une telle pression pour à la fois se faire sa place, à la fois tenir le rythme, effectivement, que oui, si ce n'est pas une vocation, si on n'est pas vraiment passionné par ce qu'on fait, en fait, on peut très vite flancher. D'ailleurs, il y a énormément d'études qui montrent que plus les années avancent, plus les jeunes diplômés en journalisme abandonnent rapidement et se réorientent vers d'autres métiers. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est des études qui sortent régulièrement et qui le prouvent. Donc, preuve en est que la vocation ne fait pas tout. La qualité de l'environnement dans lequel on travaille compte aussi énormément. Et je pense que la dimension économique compte énormément aussi, d'autant plus dans une période comme celle-ci où, comme tout le monde, on subit la crise inflationniste. Donc, à voir si il y a une vraie différence française sur cette question-là. Nos homologues, vos homologues outre-Atlantique sont beaucoup moins sur ces chiffres-là, et justement, notamment côté médias, à mettre le chiffre d'affaires beaucoup plus en avant. En tout cas, pour finir un petit peu sur cette partie assez large du journalisme, quand on a demandé aux journalistes de compléter la phrase « La prochaine génération de journalistes devra être », on sent aussi là cet aspect confiance rigoureuse. C'est l'adjectif qui est vraiment ressorti en premier sur ce sujet, rigoureuse dans le choix des sujets, des sources, plus attentive, plus attentive à anticiper les sujets, contrer l'habitude de l'immédiateté, travailler avec rigueur, regagner la confiance. Voilà, on a bien vu tout ce que vous avez pu nous dire, et que vous mettez finalement beaucoup de pression. Et encore une fois, c'est assez propre à la France. Donc je pense qu'on peut se féliciter de l'éthique justement de nos journalistes. Alors, je voudrais passer à une autre partie qui est la data. La data, c'est quelque chose qui est pas mal ressorti dans l'étude, et on s'est rendu compte que vous semblez utiliser, alors vous allez me dire, la data dans beaucoup de domaines pour exercer votre métier. Alors on a toujours eu l'habitude des données un peu pour mesurer le succès, hein, les données d'audience, voilà, savoir si un article a fonctionné ou pas. Mais aujourd'hui, d'après l'étude, 31% des journalistes utilisent davantage la data pour choisir et orienter
leur choix de sujet. Donc des données d'engagement, notamment sur les réseaux sociaux, pour carrément choisir, orienter le thème. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous regardez ou pas vraiment? Encore une fois, on écrit pour être lu, ou on fait des vidéos pour être vu, ou des podcasts pour être entendus. Donc évidemment, on regarde si ça marche ou pas. Après, encore une fois, je ne sais pas si c'est nouveau. Je veux dire, c'est la hiérarchie de l'information, c'est au cœur du métier de journaliste. Et donc évidemment, la question de l'engagement et de l'intérêt du public entre en considération quand on a choisi. Pour moi, c'est vraiment un indicateur de dernier recours. C'est-à-dire si on a deux sujets d'intérêt équivalent, qui nous paraissent d'intérêt équivalent, peut-être on va se tourner vers nos anticipations d'engagement pour savoir est-ce qu'on traite ou pas ce sujet, est-ce qu'on continue de traiter ou pas ce sujet. Dernier recours alors, mais c'est intéressant. Mais parce que j'ai la chance de travailler dans un média où ça fonctionne comme ça. Je sais qu'il y a des médias, notamment dans des desks web, où évidemment on choisit la dépêche la plus sensationnaliste. Parce que, encore une fois, quand on est dans une logique d'engagement et de publicité, il faut faire de l'engagement. Donc le chien écrasé, ça clique toujours plus que d'autres sujets plus... je ne veux pas qualifier, mais tout le monde aura compris. Donc voilà, encore une fois, ça dépend des médias. Et vous les regardez, ça vous arrive, je sais pas, le matin de vous de regarder. J'ai d'autres chiffres et Leslie, je veux bien que vous me disiez si vous faites ces pratiques-là. Par exemple, 67% des journalistes nous ont dit attendre des rapports de recherche, des chiffres sur les tendances. On voit qu'ils attendent des attachés de presse et des RP de plus en plus de chiffres, justement. Je ne sais pas si c'est votre cas. 17% nous ont dit inclure des sondages ou des enquêtes dans leur sujet. On a l'impression que vraiment la data, c'est un petit peu la source peut-être fiable qui vous permet d'approfondir le sujet. Et encore plus étonnant, et beaucoup plus chez les jeunes, 24% des journalistes se servent des réseaux sociaux pour repérer les sujets tendances, les fameuses trending topics. Donc, Leslie, je ne sais pas, dans tout ça, est-ce qu'il y a des pratiques où vous vous reconnaissez Qu'est-ce que vous en pensez ? Du côté des rapports et des chiffres, oui, c'est vrai que c'est utile de s'appuyer sur un chiffre qui vient de sortir. Déjà, ça fait une accroche actualité. Donc, ça permet de parler de ce sujet en partant de ce chiffre. Et puis, ça permet aussi d'apporter une légitimité à notre contenu, de pas seulement s'appuyer sur des témoignages, des interviews, mais aussi d'avoir des chiffres clés qui nous en disent plus, qui apportent un éclairage sur le sujet qu'on aborde. Et puis, au niveau des réseaux sociaux, effectivement, Twitter peut être utilisé pour se servir pour avoir en tout cas de nouvelles idées. C'est vrai que par exemple, j'ai fait une enquête sur les influenceurs podcasteurs. Ça, c'est quelque chose qui est venu par l'observation de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais de toute façon, c'est encore une fois une analyse de la société, comme pour d'autres sujets et comme pour le journalisme en tant que tel. Lisa, je vais vous donner quelques paroles de journalistes qui ont été citées dans l'étude. Quand on leur a demandé donc la prochaine génération de journalistes devra être, ils nous disent très à l'aise, agile avec la data, un data journaliste intelligent, formé à l'analyse de données qualitatives. Est-ce que c'est aussi une formation dans vos écoles, la data, et est-ce que justement nous, du côté communicant, on doit monter un petit peu le niveau là-dessus et vous dire, regardez, ce sujet, il intéresse ça, il cible cette population. Est-ce que ça vous aide, ça ? Alors, soit vous êtes très bien informé sur ma formation, soit c'est du pur hasard, mais j'ai été formée au CELSA et donc j'ai été en Master 2 Innovation. Et donc, on avait tout un semestre où on s'intéressait justement à la data, qui fait donc partie effectivement des nouvelles données que les journalistes doivent apprendre à traiter. Dans les faits,
ces cours, pour l'instant, ils ne m'ont pas énormément servi. C'est-à-dire que dans les médias pour lesquels je travaille, je ne fais pas appel à énormément de data. En revanche, je le sais du coup pour échanger avec certains de mes camarades qui sont plus en presse écrite que je ne le suis, qu'effectivement la data c'est un outil en fait qu'on utilise de plus en plus parce que à la fois effectivement ça apporte des informations très concrètes et de plus parce qu'il y a une possibilité de rendre ça très visuel. Ce qui forcément dans un monde où on est pollué d'informations, où on n'a pas forcément le temps de lire des grands textes, où on fait tout en diagonale, et d'avoir potentiellement un graphique ou une page un peu colorée qui attire l'œil, forcément ça fonctionne. Ça fonctionne aussi sur les réseaux sociaux, hein, c'est ce qu'on voit sur les différents comptes, que ce soit des médias plus traditionnels qui se sont inscrits dans les réseaux sociaux ou que ce soit les nouveaux médias qui ont justement émergé, je pense par exemple à Instagram, oui, on a souvent des slides avec plein de graphiques, plein d'images, voilà. Donc je pense qu'effectivement, oui, ça a un véritable intérêt pour nous d'avoir ces données en amont, communiquées, parce que ça permet un gain de temps considérable, nous, de notre côté. Et puis, oui, je pense que c'est surtout un gain de temps, parce que ça n'empêche pas qu'on ira vérifier, ça n'empêche pas qu'on aura d'autres sources, mais ça nous donnera déjà tellement de matière que je pense qu'on ne pourra pas s'en passer sur les années à venir. Alors, les considérations du multimédia, on y reviendra un petit peu après, parce qu'effectivement, on a vu dans cette étude, et particulièrement cette année, le besoin des journalistes autre chose que de l'écrit, hein, des infographies, de la data visualisation qui semble être demandée par les journalistes. Donc, voilà, c'est bon à savoir. Sur le côté data, Paul, quelqu'un nous dit il faut être empathique pour ne pas voir le monde uniquement à travers les datas, justement. Est-ce qu'il y a un risque jusqu'où on va? Et puis, voilà, est-ce que tout ça ne tourne pas autour de ces considérations de l'IA, si finalement le métier de journaliste consiste à juste à analyser des datas? Enfin, c'est quoi le cœur du métier de journaliste de demain avec les datas, l'IA? Comment est-ce que vous allez vraiment révéler la vraie valeur ajoutée du journalisme? Déjà, je voulais dire que je souscris complètement à ce qu'a dit Lisa, parce qu'en plus, moi, je travaille pour un journal économique, pardon, donc évidemment, les chiffres, c'est au cœur de notre métier. Après, ce que je voulais ajouter, et ça rejoint un peu votre question, c'est que les données viennent toujours en appui d'un argumentaire déjà développé. Et typiquement, puisqu'on parlait de que peuvent faire les RP, des fois, on reçoit des sondages complètement loufoques sur, je ne sais pas, 75% des Français trouvent que le papier toilette est trop cher. Donc, parler de notre innovation, les WC japonais, enfin voilà. La data, encore une fois, ça vient toujours en appui d'un argumentaire. Ça n'a aucun, en soi, selon moi, ça n'a aucun intérêt, sauf si on est l'INSEE et qu'on sort les chiffres de la croissance. Et évidemment, le chiffre de la croissance a un intérêt en soi. Mais je pense notamment à la production de sondages. Le nombre de communiqués de presse que je reçois avec des sondages vraiment loufoques, on se demande la question qui a été posée pour obtenir cette réponse. Je pense que ça n'a aucun intérêt. Et pour rejoindre votre question et sur cette question de l'éthique, de fait, quand on parle des chiffres du chômage, c'est des personnes derrière. Quand on parle de la croissance, c'est des entreprises qui vont plus ou moins bien, etc. Et c'est là où c'est ce que j'avais noté quand je m'interrogeais sur quel impact de l'IA. Le problème de l'IA, c'est qu'elle n'aura pas ce supplément d'âme, j'ai envie de dire, que peut avoir le journaliste. Et on voit très bien, nous, on est amené à traiter au web, parce que pour faire ça rapide, même si c'est un peu plus complexe que ça, le fonctionnement aux Échos, c'est que quand il y a une actu chaude, le web s'en empare pour faire rapidement un article, et en général, le rubricard derrière, donc qui est spécialiste du sujet, reprend et enrichit. Ou nous, on reprend et on enrichit dans un second temps. Et on voit très bien qu'entre la dépêche AFP ou la dépêche de l'INSEE et le travail du journaliste, il y a une grande différence. Et pas seulement parce qu'il rappelle les chiffres des années précédentes, parce qu'il y a une vision d'ensemble, parce que ça fait penser à tel truc. Et je pense que l'IA
générative, même si elle progresse, elle n'aura jamais ce truc qu'on a vu le matin dans le métro et qui nous fait penser à autre chose, cet aspect reportage parce qu'on a visité telle entreprise la veille ou l'avant-veille et ça fait un lien dans notre tête. Enfin, voilà. Elle n'ira pas dire ce sondage n'a pas de sens, quelle est la question qui a été posée pour répondre comme ça. Voilà. Oui, non, mais voilà. Et donc évidemment la data c'est très visuel. Sur les réseaux sociaux, je sais qu'aux Échos ça marche très bien. Enfin, ça marche bien. J'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Mais vraiment, ça doit être à la fois une porte d'entrée et quelque chose qui appuie un argumentaire. Mais je pense que, enfin, je sais pas, alternative économique, mais la data pour la data n'a pas grand intérêt. Un graphique, il sert s'il est expliqué. Et il sert encore une fois, à appuyer un argumentaire. Je pense que... Leslie, du coup, sur le sujet de la data et sur l'IA, un journaliste nous met la nouvelle génération devra être connectée et ultra vigilante. Les IA tueront ce métier. Vous, sur tous ces sujets-là, comment vous voyez la vision un peu du métier ? Je pense qu'on ne pourra pas y échapper. On a déjà vu que voilà, il y a beaucoup de discussions, d'échanges autour de ce sujet. C'est bien qu'il y a un enjeu autour de ça. Il y a deux côtés. Ça peut être en même temps un tremplin et en même temps c'est un grand défi pour le métier. Par exemple, aux États-Unis, quand on voit que 12 journalistes ont été virés d'un média pour être remplacé par l'IA, c'est pas très prometteur. Mais du coup, je pense que ça peut être utilisé en fait comme un outil. l'IA. Si on veut, par exemple, sur de la collecte de données ou des tâches un petit peu qui nous demandent du temps, mais qui ne demandent pas d'avoir un contrôle éditorial. On parlait des résultats des élections, voilà, ou des résultats sportifs, ou sans décodage, sans décryptage derrière. Voilà, c'est ça. En tout cas, pour récupérer des données ou faire de la retranscription d'interviews, des tâches un petit peu qui pourraient être plus automatisées. Et en même temps, si on veut arriver à quelque chose, à s'en servir de cette manière, il faudrait auparavant, je pense, définir des règles et des limites, et puis s'assurer qu'il y ait un contrôle éditorial à chaque fois, parce que ça pose quand même beaucoup de questions, même par exemple par rapport à la collecte de données. Si on veut faire retranscrire une interview, qu'est-ce qui va advenir de ce qui est dit? Parfois, ça peut être des sujets sensibles, voilà, tout dans une interview n'est pas utilisé. Comment l'IA va intégrer ces données? Ça, pour l'instant, c'est des questions qui restent, j'ai l'impression, en suspens, mais qu'il faudra, je pense, se poser parce qu'on n'aura plus le choix, en fait. Alors on a parlé data, on a parlé IA, on va continuer un peu sur les nouvelles technologies parce qu'il y a là encore de grandes différences entre les journalistes et notamment en fonction des générations. Je parle des réseaux sociaux. Pardon. Donc ce que nous dit l'étude, c'est que 96% des journalistes utilisent les réseaux sociaux. Donc oui, je pense que c'est complètement intégré dans le métier. Hein. Vous pourrez préciser, mais en tout cas, c'est un fait. D'après donc l'étude, le top 3, de manière générale pour la France, c'est les barres grises que vous pouvez voir. On est sur LinkedIn, 84%, Twitter, 80%, et Facebook, 78%. Et les barres vertes, c'est ceux qui nous disent qu'ils veulent l'utiliser encore davantage. Vous voyez que LinkedIn a l'air de prendre beaucoup d'essor. Là où faut un petit peu relativiser, c'est que quand on parle des nouvelles générations, on n'est pas du tout sur le même classement. Twitter arrive en tête, et ça j'aimerais vous en parler parce qu'il y a quand même pas mal de polémiques sur Twitter avec le rachat d'Elon Musk, même des journalistes qui disent qu'ils ne veulent plus y aller, etc. Donc je ne sais pas, est-ce que ça a pas l'air d'impacter la jeune génération. En deuxième, alors qu'il est 5e pour la population globale, c'est Instagram. Plus 14 points par rapport finalement à toute la population. Et puis arrive LinkedIn ensuite, un petit peu plus bas que la moyenne française. Je ne sais pas qui veut commenter ça. Est-ce que ça vous étonne? Je voudrais aussi vous montrer quand même toute la gamme de plateformes que vous pouvez utiliser. Parce qu'il y a YouTube, il y a Telegram, TikTok, qui arrive en flèche d'ailleurs chez la nouvelle génération, mais aussi Discord, Mastodon. Enfin bon,
Lisa, racontez-nous, vous, vos usages. Est-ce que vous utilisez beaucoup de plateformes? Lesquelles? Pourquoi? Est-ce que c'est le matin, vous vous levez, c'est vos mails et comment ça se passe? Alors déjà, je pense qu'on était tous les trois surpris au début quand on a entendu les chiffres et qu'on n'avait pas compris que c'était la génération précédente, notamment en entendant Facebook, qui, je pense, pour nous, a quand même pas mal disparu du paysage. Oui, pas sur le podium chez vous. Ouais, je pense qu'il est un peu plus bas. Pour ce qui est de l'importance des réseaux sociaux, déjà, comme on l'a dit, je pense qu'effectivement, c'est à la fois une manière de communiquer ce qu'on fait. Donc c'est important. C'est aussi un terrain sur lequel on peut récolter des informations. Donc effectivement, pour les nouvelles générations et les générations un peu au-dessus des nôtres, je pense que c'est impossible de ne pas avoir une présence sur les réseaux sociaux pour ces deux raisons. Pour ce qui va être de mon cas personnel, mes mails, c'est pas ce que j'ouvre en premier le matin. La première chose que j'ouvre, c'est Twitter. Twitter, parce que j'ai construit ma tweetlist de sorte qu'effectivement, j'ai des médias dans lesquels j'ai confiance et donc je sais que les informations qui vont ressortir le matin, ça ne va pas être les polémiques sur le concert d'Aya Nakamura, quoi que ça puisse faire un sujet, ou je ne sais trop quelle dispute entre deux tweetos que je ne connaîtrais ni d'Adam ni d'Ève. Toujours est-il que je pense effectivement que la majeure partie de mon travail, aujourd'hui, je la fais sur les réseaux sociaux. Tu levais les sourcils, par exemple, sur LinkedIn. Après, c'est parce que je travaille sur des émissions très spécialisées quand je suis en télévision, où effectivement, quand je suis sur BFM Business, il faut que je trouve des startups, il faut que je trouve des profils bien particuliers. C'est sur LinkedIn que je vais les retrouver. Si je travaille pour 20 minutes et que je vais rechercher plutôt des témoignages quand je fais des articles sur l'intelligence artificielle, oui, là, je vais peut-être plus me tourner vers Twitter. Quand je vais travailler pour encore un autre média où je vais avoir des sujets un peu plus société, c'est peut-être vers Instagram que je vais me tourner. En fait, chaque réseau social, et même aujourd'hui TikTok, que je me refusais à utiliser jusqu'à présent, est devenu aussi une source d'intérêt pour moi dans la mesure où, mine de rien, on y voit émerger des tendances de la jeune génération, et finalement, c'est elle qui va nous lire. Alors chez les jeunes, 23%, chez les jeunes journalistes, 23% utilisent TikTok, oui, ce qui est beaucoup plus. Je pense que ça va, au fil du temps, exploser. Vous parliez de Discord aussi, c'est pareil, ça c'est des sujets où moi je sais que je suis amenée à utiliser Discord parce que j'ai une grosse spécialité tech numérique et c'est sur ces plateformes-là que je vais retrouver, les gens avec qui je peux échanger sur le sujet. Donc en fait, les réseaux sociaux, oui, pour moi aujourd'hui c'est vraiment un indispensable dans mon travail, pour trouver des sujets, pour trouver des intervenants et après pour pouvoir communiquer sur ce que j'ai fait. Donc, merci. Voilà. Vous vouliez réagir? Oui, j'aimerais rebondir pour dire que je suis d'accord et que le point central, j'ai l'impression, c'est vraiment cette utilisation, comme l'a dit Lisa, de toutes ces plateformes, tous ces réseaux sociaux en même temps, pour différents usages selon ce qui est recherché et voulu. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'il y a une sorte maintenant de self-marketing, un marketing de soi de la part des journalistes qui sont plus seulement journalistes pour un média, mais partagent encore plus, comme dans mon cas, quand on est journaliste indépendant. Mais il y a vraiment cette idée de partager ce qu'on fait sur les différents réseaux, de montrer nos travaux et de créer une image autour de soi et de son travail, de son contenu. Merci. Paul, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, moi je souscris à tout ce qui a été dit. Je voulais, parce que je me dis que ça peut être intéressant pour les RP, encore une fois. Mais c'est pareil dans le monde qui nous environne. Je pense que le métier du journaliste, et c'est là aussi que l'IA pourrait... Là où on pourrait concurrencer l'IA, entre guillemets, c'est que ce qu'on cherche, en général, c'est pas tant la tendance du jour que la tendance de demain ou d'après-demain. Et moi, je trouve ce qui est intéressant sur Twitter, Facebook, alors LinkedIn, j'avoue que j'utilise un peu moins, j'étais surpris des chiffres. C'est pas tant le sujet qui est en top tweet, c'est ces 3 premiers tweets qui annoncent une information que personne n'a vue. C'est typiquement très pratique pour la veille des matinales du matin.
parce que la plupart des journalistes vont écouter les 3 grands médias, et en fait peut-être que l'info va venir de Public Sénat que personne n'écoute parce qu'il y a 3 gros ministres sur d'autres médias. Et on va repérer la petite phrase et on va se dire ah tiens, ça c'est drôle, c'est nouveau, c'est dit, alors certes c'est peut-être dit par un secrétaire d'État dont on ne se souvient même pas du nom et de la fonction, mais peut-être que c'est la chose qui va émerger. Et encore une fois, c'est pour ça que je pense que le métier de journaliste va sûrement même être transformé par l'IA, mais en fait ce supplément d'âme qu'apporte le journaliste, c'est repérer ce truc avant tout le monde. Et ça, l'IA va avoir du mal. Et c'est exactement, enfin, c'est ce qu'on fait normalement dans le métro le matin. On va se dire, tiens, tout le monde a les mêmes baskets, c'est bizarre, c'est nouveau. Et qu'est-ce que ça veut dire, et voilà. Je vous en prie. Je voudrais juste rajouter une petite chose par rapport à ce que tu as dit, Leslie, et je trouve que c'est très vrai en termes d'autopromotion. Je pense que ça va même au-delà de ça. Je le vois beaucoup sur Twitter, plus que sur les autres réseaux, quoique sur Instagram ça soit déjà un peu le cas aussi, mais effectivement il y a même des journalistes qui poussent un peu ça à créer une identité vraiment forte, de devenir en fait une sorte de référence, et ça sera peut-être un peu maladroit de comparer à ça, mais oui, de devenir des journalistes influenceurs. Et on peut critiquer, et en même temps, je pense que c'est ce qui permet aussi en fait de recréer un lien avec un certain public, parce que effectivement, on peut être interpellé plus facilement sur les réseaux sociaux par le lectorat, et je pense que ça participe aussi de réhumaniser l'information, de redonner d'incarner l'information. Voilà, c'est revenu chez beaucoup de journalistes, ce mot. Il faut qu'on incarne l'information pour cette confiance, cette fameuse confiance qui a l'air d'être le Graal. Et je pense que c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que pour les journalistes qui font ce choix d'incarner à 100%, en fait, ils montrent aussi autre chose que leur vie de journaliste. Et je pense que ça replace en fait justement le journaliste dans un cadre de vie où on se rend compte que finalement, on est comme tout le monde, on est confronté aux mêmes problèmes, et qu'en fait, peut-être que quand on écrit sur certains sujets, nous aussi, on est concerné en fait par ces problèmes. Et je pense que c'est là tout l'intérêt. Voilà. Alors, pour finir sur les réseaux sociaux, vous voyez le classement de pourquoi vous utilisez les réseaux sociaux. Il y a tellement de raisons, et vous en avez cité énormément. Promouvoir du contenu, veiller l'information, interagir avec son audience. Et chez les jeunes générations de journalistes, promouvoir finalement n'est pas l'essentiel. On est vraiment sur de la veille, on est vraiment sur de l'interaction. Enfin voilà, c'est un usage des réseaux sociaux qui est pas voilà l'article que j'ai fait, voilà mais encore la veille devient vraiment, en tout cas c'est la première raison pour laquelle vous utilisez les réseaux sociaux. Je voudrais finir sur un dernier sujet qui nous touche, nous communicants, plus particulièrement, journalistes et RP. Moi j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer. Pardon. La nouvelle génération semble avoir encore plus besoin des communicants et des attachés de presse que l'ancienne finalement. En tout cas, il y a des chiffres qui le montrent. Par exemple, 13% des journalistes nous ont dit que la relation avec attachés de presse et journalistes s'est améliorée cette année. C'est pas beaucoup. Dans les jeunes générations, on est à 20%. Donc, on a l'impression que finalement, vous arrivez mieux à travailler avec les attachés de presse, vous arrivez mieux à faire un lien, et vous leur demandez beaucoup de choses de manière générale. Quand on leur demande mais comment un RP peut être à grande valeur ajoutée, donc évidemment alerter sur les actualités, mais vous aider à trouver des nouvelles sources, des informations exclusives, vous inspirer de nouveaux sujets. Enfin voilà, beaucoup de choses jusqu'à nous aider à fact-checker l'information. Est-ce que vous avez un lien c'est quoi votre lien avec les RP aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a certains que vous considérez comme véritables partenaires? Enfin, comment vous souhaitez travailler avec cette profession? Leslie, je ne sais pas si vous voulez vous coller à ça. Pour ma part, j'ai commencé à travailler en tant que journaliste il y a à peu près 1 an. Donc je pense que ça pourra évoluer encore beaucoup. Pour l'instant, je pense que j'en suis encore aux prémices en fait, de cette relation de confiance avec différents attachés de presse, etc. Parce que j'ai travaillé sur des sujets assez divers, et donc je n'ai pas forcément été amenée à les recontacter derrière pour d'autres sujets. Mais je pense qu'effectivement, c'est important de le faire.
Et souvent, quand je les contacte, ils sont très, très réactifs sur les demandes de contact, les demandes d'interview, et tout se passe généralement très bien. Justement, même au niveau de la temporalité, quand je travaille à France 3, ils sont généralement très rapides, et ça c'est un gros plus. J'ai un peu moins utiliser les propositions qu'ils me faisaient, donc d'idées, de communiqués de presse, etc. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve un petit peu plus compliqué à aborder, parce que quand on les reçoit, c'est toujours très bien de recevoir des idées, et donc de pouvoir, nous, avoir d'autres idées et de les utiliser. Mais c'est vrai que c'est aussi une sorte d'exercice d'équilibriste à avoir, parce que ça implique derrière que je prenne le temps de répondre, de voir si c'est possible ou non de faire ce sujet. Parfois, j'aimerais beaucoup faire un sujet qu'on m'a proposé, mais je n'ai pas encore travaillé avec de médias qui me semblent, qui puissent travailler sur ce sujet. Donc il va falloir que je défende ce sujet auprès d'un média. Il faut avoir les contacts. Ça implique pas mal de choses, et donc c'est toujours un petit peu, c'est vrai que ça demande du temps, et en même temps ça peut être très intéressant quand on discute de ce sujet derrière avec le RP pour en faire quelque chose. Ouais. Merci. Paul, qu'est-ce que vous pensez de votre relation avec les attachés de presse? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Alors, je vais lancer le chiffre. Les journalistes estiment que 75% de nos CP ne sont pas pertinents. Voilà, donc autant se le dire. Voilà, ça vous évite peut-être de faire le bad cop. Il y a un vrai sujet là-dessus, on le sait tous. C'est pas nécessairement les RP qui sont fautifs d'ailleurs, parce que le métier s'élargit beaucoup à la com, au marketing, et il y a parfois de pseudo-communiqués de presse qui sont finalement assez promotionnels. Mais dans l'idéal, qu'est-ce que vous attendez de la profession, puis comment vous la jugez aujourd'hui, personnellement? Moi, je suis un peu au même niveau que Leslie, c'est-à-dire que je suis amené à traiter des sujets assez larges, donc, et je suis jeune journaliste, donc j'ai pas forcément cette culture RP. Peut-être que tu l'as plus en tant que journaliste plus spécialisé. Et je vais quand même jouer au bad cop, parce que de fait, moi je dirais que 95% des communiqués de presse qu'on reçoit ne sont pas pertinents. Venant en plus vraiment, je pense, de gens dont c'est le métier, parce que des fois je m'amuse à aller voir sur LinkedIn, mais qui sont ces gens qui m'envoient ce communiqué de presse, et de fait c'est des professionnels. Moi, ce qui me frappe, c'est un manque de... Enfin, je ne sais pas si c'est le cas, mais ce que ça transcrit, selon moi, c'est un manque de culture de l'info et du fonctionnement des journaux. Combien de fois, 3 jours après un article, on reçoit « Et si vous interviewez le patron de cette boîte parce que j'ai vu que vous aviez fait un article ?» Ben non, si l'article est fait, c'est trop tard. Soit vous avez une nouvelle actualité à nous proposer et on peut en discuter, soit c'est trop tard, ça ne sert à rien. L'autre problème, c'est les communiqués qui sont envoyés à des listes. On ne sait même pas comment elles sont constituées, on ne sait pas comment on a fini dedans. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Je veux dire, en plus, typiquement, moi je travaille aux Échos, c'est quand même un média qui a une ligne éditoriale et des sujets d'intérêt relativement précis. Il y a plein de sujets, société, culture, etc., où il n'y a aucune chance que les Échos le traitent. Enfin, je veux dire, c'est évident. Donc ça, c'est pareil. Et le problème aussi, je pense pour vous, c'est que ces communiqués-là vont polluer éventuellement d'autres communiqués pertinents qui sont pris dans la masse. Et en fait, tout finit à la corbeille. Et on ne lit pas. Parce que tout simplement, on n'a pas le temps. Et on va plutôt prendre 5 minutes pour aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, plutôt que d'aller s'amuser à ouvrir 500 mails de communiqués de presse, sachant qu'il y a 499 qui ne sont pas pertinents et pas intéressants. Voilà. Et alors sur la réactivité, je n'ai pas du tout la même expérience. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est à quel point tout est verrouillé, en fait. C'est très difficile d'avoir accès à la personne pertinente. Alors moi, c'est peut-être un peu différent, mais moi j'ai beaucoup l'expérience des institutions publiques. Alors les institutions publiques, c'est l'enfer. On nous balade de RP en RP pour nous dire finalement non, on ne pourra pas vous répondre avant la semaine prochaine. Mais mon article, il doit sortir dans 10 minutes. Et ça se passe aussi un peu en entreprise, dès qu'on s'attaque à des entreprises un peu importantes, ou alors juste qui ne veulent pas communiquer, elles nous baladent, elles nous disent oui peut-être, finalement non.
Et parfois même, il y en a qui nous font le reproche 3 jours après en nous disant bah, finalement, je vous ai trouvé quelqu'un, mais je vois que l'article est sorti. Bah oui, mais en fait, j'écris pas un livre. Donc, on n'a pas le temps. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais je suis assez marqué par ça. Et la dernière chose qui me marque, c'est qu'il y a des entreprises qui ont des équipes pléthoriques de communicants. Et on appelle, elles ne veulent pas communiquer, ou alors la réponse n'est pas prête. C'est assez flagrant quand il y a des grosses infos qui sortent le matin et on appelle à 10h et il n'y a toujours pas de réponse. On nous dit je ne sais pas, je ne suis pas la personne pertinente. Bah oui, mais si vous êtes relation presse et que quand un journaliste vous appelle, vous n'êtes pas la personne pertinente, je trouve ça problématique. Donc je suis désolé vraiment de faire le bas de cop. Non, mais en tout cas, ce qui est vrai, hein, et ce qui se ressent dans ce que vous dites, c'est qu'il y a 2 choses dans l'étude qui sortent sur ce qu'on attend des RP, c'est de la réactivité et de la transparence. Donc je pense que ça sort complètement de vos mots. Hein. Vous avez dû répondre à l'étude, je pense. Lisa, dites-nous. Moi, Dites-moi pour que vous avez part, des relations un petit peu plus sympas. je avec, vais être les un RP. peu plus modérée. Non, alors ça dépend encore une fois sur les médias sur lesquels je vais travailler. Donc oui, effectivement, quand je vais travailler sur une émission, là où j'ai la majeure partie de mon expérience, c'est une émission sur BFM Business qui parle de tech, de numérique, Tech & Co. Alors là, oui, là j'avais tous les AP du monde et tout se passait extrêmement bien puisque c'était dans leur intérêt en fait que leurs clients soient à l'antenne, etc. Donc là, il y a une réactivité sans faille, il n'y a pas de souci et on crée de très bonnes relations dans la mesure où en général un RP n'a pas une seule entreprise ou un seul client. Donc j'avais des propositions et bon, là-dessus tout se passe très bien. En revanche, il est vrai que sur certains sujets, quand c'est nous qui allons chercher l'information, effectivement, il peut y avoir des petits manques de réactivité où effectivement on peut être emmené d'une personne à une autre. Je vous redonne un numéro, puis un autre numéro qui vous redonne un numéro. Bon, ça, c'est vrai que ça peut être un peu fatigant. Après, bon, je pense que ça, malheureusement, ça ne sera jamais complètement fluide, hein, même en étant très optimiste. Après, pour ce qui est des attentes sur les RP, honnêtement, à part des communiqués clairs, j'attends pas grand-chose en fait d'un RP, c'est-à-dire que j'attends pas du fact-checking, j'attends pas qu'on m'apporte une mine d'or de sujets, ou j'attends juste en fait d'avoir des informations claires et correctes. Quand je vais préparer une émission le matin, que je dois préparer des graphiques parce que je reçois des personnes en plateau, il y a des fois je reçois des communiqués, je me dis mais qu'est-ce que je fais de ça ? Qu'est-ce que j'envoie à mes graphistes ? Quelles données je leur envoie ? Et en fait je me retrouve à finalement éjecter un communiqué de presse qui faisait 5 pages, que j'ai lu, en cherchant une information désespérément et que je n'ai pas trouvée. Donc j'ai perdu du temps à lire et après je vais perdre du temps parce que je vais aller lire des articles d'autres médias, je vais aller sur le site des institutions concernées parce qu'en fait j'avais pas les chiffres dans le CP et ça c'est problématique. Après pour ce qui est de la pollution de nos boîtes mail, je voulais quand même réagir là-dessus. Je pense qu'effectivement, il y a un petit ajustement à faire et qu'il y a ce besoin peut-être de communiquer avec moins de journalistes, mais de communiquer plus qualitativement. Et ça vient des 2 côtés, c'est-à-dire que nous aussi, en fait, il faut peut-être qu'on ait des communicants avec qui on a une relation un peu plus profonde que 3 mails lents pour savoir vraiment, en fait, chacun sur quel sujet en fait on peut s'entraider, parce que finalement c'est un peu ça le sujet de tout ça. Puis on reste sur le sujet de la confiance, hein. C'est une chaîne, hein. Une relation de confiance aussi avec l'attaché de presse, ça peut faire la différence. Oui, je voulais réagir avant que Lisa le dise. En fait, c'est vraiment une question de ciblage. C'est-à-dire, il faut vraiment, je pense que, ça coûte rien d'envoyer un premier mail ou de passer un petit coup de fil en disant bonjour, sur quel sujet vous travaillez. En plus, globalement, aujourd'hui, avec Internet, les pages, en général, on clique, ça marche pour tous les médias, on clique sur la signature, on voit tous les articles publiés par le journaliste, on voit vite les sujets qui sont traités par le journaliste. Et encore une fois, ça ne coûte rien d'envoyer un premier mail où, pour le coup, moi, à chaque fois qu'on m'a envoyé un mail comme ça, j'ai répondu, où on demande quels sont vos sujets, qu'est-ce que vous faites, voilà. Encore une fois, moi, je travaille aux Échos, déjà, c'est facile de faire un tri sur les sujets qui vont m'intéresser ou pas. Et je pense que c'est comme ça pour beaucoup de médias. Je veux dire, si on travaille pour un France 3 régional, c'est assez facile de savoir que tous les sujets hors région, globalement, ne vont pas intéresser.
C'est assez simple. Et en fait, c'est même agaçant parce que moi, je trouve ça un manque de respect. Enfin, il y a une forme de manque de respect, quoi. Ça fait perdre du temps. Oui, c'est ça. Donc, ça sert à rien. Et donc, vraiment, je pense que ça peut nous être utile. Et pareil pour les communiqués de presse. Je pense qu'il faut aller à l'essentiel. S'il y a une info, il faut qu'on ait l'info. Mais comme dans un article, je veux dire, pour le coup, nous, c'est le même travail. Quand on écrit un article, l'important, c'est qu'une fois que le lecteur a lu l'article, il sache quelle était l'info, quoi. Merci. En tout cas, d'après l'étude, quand on vous demande les sources les plus utiles, pas nécessairement les plus fiables, parce qu'il y a les deux questions, mais en tout cas les plus utiles, le communiqué de presse reste loin devant et l'attaché de presse en deuxième position. Et je tiens à le dire parce que c'est une exception française. Sachez que dans d'autres pays, si vous travaillez dans d'autres pays, vous arriveriez bien derrière, à 8-9%, où on a tendance à plutôt privilégier les experts de l'industrie ou les grandes agences de presse. Voilà, donc c'était à noter. Écoutez, je pense qu'on a fait un tour rapide de la question. Il y a encore plein de sujets qu'on pourrait aborder autour du multimédia, de vos envies justement de changer de format. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre intervention. Juste pour finir, vous allez répondre à cette question. La future génération de journalistes devra... Alors, je commence pas par Lisa. Leslie, c'est pour vous. Devra être. Devra être, j'ai pas le mot en tête, mais elle devra pouvoir utiliser différents formats. En fait, mais c'est ce qu'elle fait déjà. Elle devra être assez mobile dans les formats, dans les usages, dans les sujets. Je pense que c'est déjà ce qui est en train de se passer, mais qui a vraiment voilà, l'importance du multimédia, en fait. Il y a un journaliste qui me disait, mais pourra-t-elle être encore plus polyvalente que nous le sommes déjà? Voilà. Mais c'est plutôt du coup aux médias peut-être d'évoluer de ce côté-là pour répondre aux attentes des jeunes journalistes qui ont vocation de plus en plus à être polyvalents. Paul? On a parlé de vocation, donc je vais dire une banalité. Je pense que la prochaine journaliste de génération devrait être comme les précédentes, c'est-à-dire fidèle à sa vocation. Et on est dans un monde qui change, donc on devra s'adapter au monde à venir, que ce soit en termes de format, si on est concurrencé par l'IA ou par la technologie de demain. Gardez vos valeurs. Voilà, il faut rester fidèle à cette information, vérifier, argumenter, et je pense aussi, voilà, vraiment, je pense vraiment que ce qui fera la différence entre les journalistes et tout ce qui pourra exister par ailleurs, c'est cette capacité à anticiper et à repérer les signaux faibles. Je pense, alors c'est un peu philosophique dit comme ça, mais je pense qu'être journaliste, c'est avant tout un regard. Et voilà, c'est pas seulement transmettre une information, c'est avant tout la trouver et se dire, tiens, ce truc-là, c'est le monde qui change, justement. Et voilà, je pense que ce sera être fidèle à notre vocation, et il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Elisa? Au début, j'allais dire flexible, justement pour te rejoindre un petit peu sur la nécessité, comme je l'avais dit dès le début, de s'adapter aux nouveaux outils. Et en fait, en vous écoutant, pour moi, je pense que ce qui serait important, c'est que la jeune génération se diversifie. Et quand je dis se diversifie, c'est la présence de diversité ethnique, de diversité sociale, de diversité géographique dans les médias, parce qu'en fait c'est comme ça aussi qu'on crée une information qui parle à tous et pas simplement à une frange de la population. Et justement, c'est peut-être comme ça aussi qu'on regagnera de la confiance, et en plus en venant de partout, je pense qu'on gagnera en flexibilité. Merci beaucoup pour vos témoignages. C'était passionnant. J'espère que ça vous a plu aussi. Isabelle, est-ce qu'on a droit à quelques questions ou est-ce que j'ai trop débordé? Est-ce que vous avez des questions dans la salle? On a un micro pour vous. N'hésitez pas. Ah, la première est la plus... J'ai une voix qui porte. Oui, je m'appelle Linda Pavy. Voilà, je gère Pavy Consulting. Je suis américaine de nationalité et j'ai l'impression que les journalistes vont avoir, les jeunes journalistes, une responsabilité à faire réfléchir leur audience. Parce qu'il y a énormément de médias qui sont propagandistes.
J'ai des réfugiés ukrainiens qui habitent chez moi et on le voit au niveau de la presse en Russie. Mais en tant qu'Américaine, vous voyez bien aussi ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que vous ne pensez pas que la jeune génération a besoin de lire des choses que vous produisez qui les interpellent aussi et qu'il faut réfléchir, quel que soit le sujet? Je me permets de prendre la parole parce que je pense que ça rejoint un peu ce que je viens de dire en conclusion. Je pense que ça viendra de la diversité, justement, en fait, de savoir réfléchir sur des sujets qui ne sont peut-être pas des sujets de masse, du moins du point de vue des médias. Et je pense que ça, par contre, ça a toujours été la vocation du journalisme, de faire réfléchir. On n'est pas là pour vous bourrer le crâne avec des informations et vous dire tout ce qu'on dit, c'est le Messie. Et vous n'avez rien à redire derrière ça. Au contraire, je pense que les médias, c'est là tout leur intérêt, en fait. C'est de vous fournir une information pour que vous puissiez, après, construire votre propre opinion et que vous puissiez évoluer dans le monde avec cette opinion. Donc, est-ce que c'est propre à la jeune génération? Je ne pense pas. Je pense que c'est propre aux journalistes depuis toujours. Est-ce que, dans les faits, c'est toujours ce qui est réalisé? Je ne crois pas. Parce qu'effectivement, je ne l'ai pas évoqué quand on parlait des choix des sujets, etc. Au début, j'étais plutôt assez optimiste à me dire oh, moi, je ne me sens pas concernée du tout. J'ai l'impression de travailler que sur des sujets qui m'intéressent. Et puis la réalité, c'est que j'ai réfléchi 5 minutes et en travaillant sur BFM TV, la réalité, c'est que quand il y a eu l'accident de Pierre Palmade, j'ai passé les 3 pires semaines de ma vie. Je connais sa vie par cœur. Et la réalité, c'est qu'on répondait juste à l'audience, aux besoins de l'audience, et sans finalement, en laissant passer peut-être certains sujets qui étaient beaucoup plus importants à côté et en s'entêtant en fait sur ces questions d'audience. Est-ce qu'après vous avoir délivré toutes ces informations sur Pierre Palmade, ça vous a permis de vous faire une opinion? Je ne suis pas certaine. Donc dans les faits, je pense que c'est ce qu'on doit faire, mais c'est aussi aux médias de s'adapter. Je voulais rebondir aussi sur cette question. Je pense que les jeunes journalistes ont un rôle à jouer pour faire réfléchir, dans le sens où la plupart on dit souvent que les jeunes journalistes sont plus militants, qu'ils sont engagés, et c'est parfois d'ailleurs vu comme un reproche. On nous apprend aux oraux des écoles de journalisme à le montrer, l'assumer, mais tout en le défendant, sans en faire trop. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver, et je trouve ça assez dommage parce que en fait, être militant, journaliste, il y a cette idée de l'objectivité journalistique. À partir du moment où un journaliste choisit un sujet, choisit un angle, il y a déjà une couche d'objectivité en moins, parce que c'est déjà faire des choix. Et donc, être militant et en tout cas parler de choses qui nous tiennent à cœur, c'est pas forcément être militant, mais ça permet en tout cas, je pense, de parler de choses qu'au contraire on connaît mieux, d'une manière qui sera peut-être plus poussée, et qui donc servira peut-être davantage ensuite au lectorat. Et c'est dommage que ce soit pas vu comme ça pour le moment. Oui, bonjour, moi je suis Aurélie Godet à la presse à Médecins du Monde. Merci pour votre présentation, c'était intéressant. Moi j'avais des questions plutôt sur les relations donc, avec les attachés de presse, déjà sur le format et aussi sur le canal. C'est-à-dire que là, vous nous avez dit à peu près 3/4, voire plus des CP ne vous semblent pas pertinents, vous les lisez à peine, etc. Donc est-ce que pour vous, le communiqué de presse, ça reste vraiment un format pertinent ? Je sais que nous, c'est toujours le réflexe. Parfois, on en fait, on passe du temps, etc. Et en fait, ce n'est pas forcément repris ou pertinent. Et aussi, sur le canal, j'ai vu dans la petite présentation que c'était marqué que l'email restait quand même le canal favori à plus de 90%. J'étais un peu étonnée dans le sens où vous devez en recevoir énormément. Est-ce qu'il faudrait mieux pas privilégier plutôt un autre canal, du WhatsApp, des textos, des choses un peu plus simples? Mais je pense qu'avec cette idée toujours de cibler au mieux aussi les journalistes. Voilà, je crois que je sais pas si c'est clair ma question. Déjà, moi, je voudrais souligner que d'expérience, le monde associatif est celui qui réussit le mieux ses communiqués de presse. Parce qu'en général, vous envoyez un communiqué de presse parce que vous avez une info.
Et en fait, ça paraît être la base, mais comme je disais, c'est pas toujours le cas. Et moi, je pense que le communiqué de presse reste pertinent. Encore une fois, si le communiqué de presse est pertinent, c'est-à-dire généralement le monde associatif, c'est un bon exemple puisque c'est des rapports qu'on nous envoie. En général, dans l'objet du mail, on a le titre du rapport et le chiffre clé. Et voilà, et c'est quelque chose qu'on ouvre parce que si c'est, en général, c'est des sujets quand même intéressants. Encore une fois, je pense que c'est pertinent dans la mesure où ça correspond très bien au format. Je veux dire, un objet de mail, c'est très peu de mots. Donc il nous faut une info pertinente qui nous donne envie d'ouvrir le mail, puis de lire le mail, puis d'ouvrir la pièce jointe, puisqu'en général, il y a un communiqué ou un résumé du rapport en pièce jointe. Mais oui, moi je pense que l'email reste hyper pertinent. Après, il y a aussi un travers dans lequel ne pas tomber et qui a tendance, je ne sais pas si mes collègues mes consoeurs seront d'accord, mais qui est envoyez-nous vos questions écrites. L'email, c'est bien pour un premier contact, pour après une interview, envoyer des informations complémentaires, des chiffres, un rapport, voilà. Mais je pense que, encore une fois, c'est bien pour une prise de contact et pour des éléments complémentaires, mais je pense que ça ne remplace pas une conversation téléphonique, voire une rencontre dans la mesure du possible. Alors j'avoue que je suis étonnée du coup que tu dises le mail en priorité, puisque tu le disais tout à l'heure et je trouvais que tu avais plutôt raison là-dessus. Pour un premier contact, moi, je trouve que c'est plus intéressant, par exemple, un appel. C'est-à-dire qu'on m'appelle 30 secondes et qu'on me dise, même si j'ai pas le temps, quitte à ce qu'on se reprenne un appel plus tard dans la journée ou plus tard dans la semaine. En fait, je pense que dans le flot d'informations justement qu'on reçoit au quotidien, d'avoir une voix qui nous dit je vous appelle parce que pour vous, j'ai vraiment quelque chose d'intéressant, ça fait la différence. Après, c'est personnel. Et toujours sur un aspect très personnel, sur la forme du communiqué de presse, moi, je sais que je suis quelqu'un de très visuel. Donc, en fait, un communiqué de presse où je vais voir des lignes et des lignes et des lignes de paragraphes qui sont collés les uns après les autres, ça me rebute un peu. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, je me dis, mais comment je vais trouver l'information ? Donc, ce que je fais, c'est que je lis en diagonale, je cherche si je vois des pourcentages ou des chiffres, parce que je me dis que c'est ce qui va m'intéresser en priorité, et qu'après, je pourrais lire, du coup, le paragraphe en question. Donc, je pense que peut-être repenser, oui, le visuel... c'est bête à dire, mais je pense qu'on est dans une société qui est de plus en plus portée donc sur l'esthétique, sur des choses comme ça. Et je pense qu'un communiqué de presse qui donne envie d'être lu... entre deux communiqués, vous mettez les mêmes informations dans un communiqué qui visuellement est aéré, il y a de la couleur, je vais le lire beaucoup plus facilement qu'un communiqué qui sort tout droit de Word, quoi. Voilà. Je fais juste très très court et aussi, et c'est une question, on parlait de multimédia, c'est une question qu'on se pose beaucoup dans les médias, c'est aussi que en fonction de l'information, il y a des supports qui s'y prêtent plus ou moins bien. Et typiquement, moi je prenais l'exemple du rapport, je trouve que le communiqué de presse c'est intéressant parce qu'en général on a un chiffre, etc. C'est vrai que typiquement une proposition de reportage par mail, c'est peu pertinent parce qu'un reportage, il va falloir caler une date, savoir ce qu'on va voir, ce qu'on va faire, avec qui, etc. Enfin, je pense aussi qu'il faut et c'est quelque chose que nous on fait, réfléchir à quelle information et pour quel format et quel format pour quelle information réciproquement, quoi. On va prendre une autre question. Oui, Virginie Ourdin-Brémond, l'Ennosphère, qui est une plateforme de financement participatif pour les énergies renouvelables. Donc, Paul, en préambule, a tout de suite annoncé la couleur. L'environnement ne fait pas vendre. Et en même temps, je vois bien que vous êtes sensible à l'audience. Des sujets comme Palmade, ce n'est pas forcément ce qui vous fait vibrer. Alors, comment faire pour rendre l'environnement sexy, pour qu'il soit au-delà du militantisme, qu'on en parle comme une activité économique. Nous, c'est la finance, donc vous voyez, comme quelque chose, une activité économique à part entière, et qu'on la rende beaucoup plus attractive et qu'elle fasse vendre.
Je pense qu'une des réponses pourrait être le journalisme de solution qui est déjà utilisé aujourd'hui et qui ne doit pas, selon moi, être la seule réponse parce que montrer que du positif ne répond pas à tous les autres enjeux, mais ça peut être une porte d'entrée pour, en tout cas, peut-être ramener des personnes qui n'auraient pas été intéressées et qui vont se sentir plus concernées parce que souvent, dans le journalisme de solution, ce sont des exemples concrets, c'est du positif, donc ça change aussi la manière de voir des choses. Voilà, sans oublier, je pense, de décrypter, d'analyser et de traiter tous les autres enjeux autour de ce sujet, puisque c'est très divers. Je mettrais juste un petit bémol sur le journalisme de solution. Certes, on part de l'aspect positif, mais c'est pas que ça. Il y a quand même, à la base, on part d'un problème, mais plutôt que de se concentrer sur le problème, on parle des solutions qu'il y a derrière. Pour ce qui est de l'environnement, en revanche, je pense que c'est un sujet qui intéresse probablement plus les jeunes générations. C'est elles qui s'en emparent le plus, hein, on l'a vu, je pense que ça, dans les médias, ça a quand même été pas mal relayé, que effectivement, c'est les plus jeunes en fait, qui s'inquiètent de leur avenir, donc c'est à eux qu'il faut parler. Pour leur parler, c'est pas la télé, parce que la télé, ils la regardent plus, la presse écrite, moyen. Donc c'est les réseaux sociaux, c'est Snapchat, c'est Instagram, c'est TikTok, c'est des formats courts, c'est des images, c'est des sons, c'est des choses qui vont attraper leur attention. J'ai plus le mot, j'ai capter leur attention. Et encore une fois, c'est des formats courts. C'est des formats extrêmement courts. Sur un TikTok, c'est 1 minute. Donc c'est savoir comment condenser ces informations de sorte qu'on s'arrête et qu'on ne soit pas en train de scroller. Et voilà, donc c'est à ça qu'il faut réfléchir. Et je ne pense même pas que ça soit de votre côté. Je pense que c'est vraiment du côté des médias. Parce qu'en fait, l'information que vous allez nous donner, elle sera la même aujourd'hui que demain. C'est juste à nous, en fait, de notre côté, de savoir intéresser nos lecteurs sur ce sujet-là. Je pense qu'on doit pouvoir faire plus court et plus multimédia, nous aussi, de notre côté. Et je pense que ça peut aussi être plus long si on prend le format podcast. C'est un format qui intéresse les jeunes et qui est pourtant beaucoup plus long, qui peut durer des épisodes ça peut aller de 5 à 45 minutes et le taux de complétion, donc le taux d'écoute d'un épisode est souvent quand même assez important. Donc ça veut dire que les personnes écoutent tout l'épisode. Il faudrait trouver un format qui soit en podcast et donc qui intéresse les jeunes côté environnement. Mais je pense que c'est aussi peut-être une solution et un moyen d'entrée qui peut être pertinent. Allez, on prend la toute dernière question. Non, mais je vais vous répondre que malheureusement, je ne sais pas. Et honnêtement, à ma connaissance, aucun média ne sait. Aucun média n'a trouvé la solution. En général, c'est des médias qui s'adressent à une certaine population. Et on parle typiquement du format podcast. Le format podcast, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui un format grand public. Le format podcast, c'est un format de CSP+, parisienne. Je caricature, mais c'est quasiment ça. À part peut-être le podcast des grosses têtes, qui il me semble est le podcast le plus écouté d'Europe, mais ce qui montre bien que voilà. Et honnêtement, je pense que l'environnement, malheureusement, personne n'a trouvé la solution. Mais parce que je pense que les gens n'ont pas envie d'entendre ça, parce que le monde dans lequel on vit et dans lequel on va vivre n'est pas réjouissant. Voilà. Et je pense que malheureusement, l'environnement, en termes d'audience, n'est pas un sujet porteur, et ça va être compliqué de le rendre porteur. Bonjour, du coup moi je m'appelle Alexandre, j'ai une petite agence de RP qui s'appelle Aya Communication. Je voulais revenir sur la relation attaché de presse-journaliste qui est un peu la raison de ma présence ici aujourd'hui. Ça fait à peu près 10 ans que je fais ce métier et je vois que ces dernières années il y a quand même eu pas mal de changements. Je rebondissais sur ce que disait Paul tout à l'heure, sur la qualification du contact. Moi, je travaille sur des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, vraiment sur des secteurs très différents. Et on essaie toujours à l'agence de faire quelque chose un peu cousu main, du sur-mesure. On se renseigne sur les journalistes avant de les contacter. On essaie d'avoir des cœurs de cible vraiment très resserrés et que quand on contacte un journaliste, ça soit pertinent et ça tape dans le mille. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que quand on identifie des journalistes, on sait que l'info elle est pour eux, on sait que ça doit les intéresser, impossible d'avoir un retour. Téléphone, mail, réseaux sociaux, rien du tout. Et que parfois,
Et on va se dire, bon, là j'ai besoin d'avoir un résultat, je fais un mass mailing et j'ai un journaliste sorti de nulle part qui s'empare du sujet que j'aurais jamais contacté de ma vie pour ce sujet-là et qui me prend le sujet. Et nous, on a cet équilibre un petit peu à trouver où on se dit on ne veut pas embêter les journalistes et en même temps, on a besoin que l'information elle circule. Donc on essaie de trouver cet équilibre-là. Et pour revenir aussi sur les canaux, je trouve qu'avant le Covid, c'était plus facile d'avoir une relation, on va dire, hebdomadaire ou mensuelle avec les journalistes. Moi, je vois des journalistes avec qui je m'entends très bien, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Maintenant, même des textos, ils y répondent plus ou ils y répondent un mois plus tard. Je trouve qu'il y a quelque chose qui a changé ces 2-3 dernières années, qui s'est accéléré comparé aux années pré-Covid. Et je me demandais comment vous ressentiez ça et comment nous, on peut faire pour qu'un journaliste qu'on a identifié clairement, on sait que c'est pour lui, on sait que ça va l'intéresser, que si à un moment donné, il a l'info sous le nez, ben, il va la traiter pour être à cette limite entre on devient à la limite du harceleur et en fait, on fait juste notre boulot tous ensemble, quoi. Ben encore une fois, je sais pas, j'ai pas la réponse. Non, mais j'ai pas la réponse parce que oui, enfin oui, j'ai envie de vous dire, vous avez complètement raison. Vous faites votre métier, on fait le nôtre. Je sais pas. Des fois, il y a des questions de timing. Évidemment, si dans le secteur dans lequel vous faites votre prise de contact, ce jour-là, il y a une grosse boîte qui fait faillite, ben évidemment, peut-être que votre info va. Et après, il y a des journalistes qui répondent pas, bah oui. Mais je peux pas vous dire autre chose que oui, il y a des journalistes qui répondent pas. Voilà. Elisa, Leslie, est-ce que vous sentez un avant-après Covid finalement? Ou est-ce que, même sur d'autres finalement sujets, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans les rédactions? On a tous des trucs qui ont changé dans nos entreprises, je pense. Je sais pas, est-ce que... Alors, je pense qu'en étant de très jeunes journalistes, malheureusement, il y a moins on n'est pas... Covid. Voilà. Ouais. Après... pour répondre à ce que vous disiez, je pense qu'il y a aussi une chose à prendre en considération, savoir si vous vous adressez à des journalistes titulaires, entre guillemets, qui sont en poste dans un média en particulier ou si c'est des médias, des journalistes pigistes. Parce que, notamment dans la réception des communiqués, quand on est journaliste pigiste, on peut aussi avoir cette frustration d'avoir un super communiqué, d'avoir hyper envie de bosser sur le sujet et en fait d'avoir personne à qui le vendre ou alors en fait d'être en train de bosser avec un autre média qui n'a strictement rien à voir à ce moment-là et de se dire allez, je réponds dans 2 semaines et en fait 2 semaines plus tard on a juste oublié. Donc je pense que c'est pas forcément volontaire de pas répondre. Même si je pense que parfois, il peut aussi y avoir tout simplement, comme tout le monde, un ras-le-bol, d'être tout le temps hyper connecté. Et donc, oui, parfois, on laisse passer certains messages. Malheureusement, comme Paul, j'ai pas de réponse sur comment faire parce que déjà, c'est propre à chacun, c'est propre à la période. Moi, le seul conseil, effectivement, que je donnais déjà tout à l'heure, c'est peut-être des choses plus visuelles. Ou alors, oui, ça dépend de la relation que vous avez avec la personne à qui vous adressez, mais sentir qu'en fait, on a vraiment été contacté, nous, parce que c'était un sujet qui nous intéresserait et que vous n'avez pas contacté sans journaliste derrière, peut-être que parfois, on peut se sentir un peu plus obligé de répondre. Et non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que... oui, il y aura une petite notion de culpabilité derrière. Donc, à la limite, jouer là-dessus, ça reste entre nous, mais jouer sur la culpabilité, voilà. On coupera. Mais écoutez, merci à tous, merci à tous les 3 pour votre témoignage, merci beaucoup, merci à la salle et pour toutes vos questions. Merci au Presse Club de nous avoir accompagnés. J'espère que vous avez passé un bon moment, aussi agréable qu'instructif. N'hésitez pas à reboire un petit café avant de partir, qu'on puisse discuter. Et puis, à très bientôt. L'étude Cision State of the Media, disponible la semaine prochaine. Chut, vous n'en parlez pas d'ici là. Et puis, à très bientôt. Merci.